Le cours d'aujourd'hui sera l'infertilité masculine. Vous savez tous ce que ça veut dire le mot infertilité. C'est l'incapacité d'un couple de procréer ou d'avoir des enfants. Mais ici, on va se contenter de... D'accord? Donc, l'infertilité, c'est l'inhabilité d'un couple sexuellement actif à avoir une grossesse spontanée au bout d'une année de rapport non protégé et sans contraception. Ça, c'est la définition de l'OMS 2000. L'infécondité, c'est défini par l'incapacité du couple d'obtenir une grossesse au terme d'un an de rapport sexuel sans moyens contraceptifs, que ce soit des contraceptifs oraux ou des préservatifs. Donc, cette infertilité ou cette infécondité peut être primaire, ça veut dire qu'ils n'ont jamais eu d'enfants, ou secondaire, ça veut dire qu'au début, ils ont eu des enfants et après un moment, ils n'arrivent plus à en avoir. Donc, cette infertilité est finalement définie, enfin, ce qu'on va parler, c'est l'infertilité masculine, c'est une étiologie de l'infertilité du couple. D'accord? Donc, on parle d'une infertilité du couple. Dans un couple, bien sûr, il y a une femme et un homme. Le problème peut être au niveau chez la femme ou chez l'homme. Si on parle d'infertilité masculine, ça veut dire qu'on a fait une part du diagnostic ou une part de l'étiologie. Donc, on va voir un petit rappel anatomie physiologique. Donc, vous savez tous que les testicules, c'est des organes à double fonction, une fonction gamète ou exocrine, et une fonction endocrine. Euh, la fonction gamète, la partie gamète est responsable de la production des spermatozoïdes et la partie endocrine est responsable de la sécrétion de la plupart de la testostérone au niveau du corps. La spermatogénèse, le, le- elle se produit dans la partie gamète, dans les tubules séminifères, où les spermatozoïdes sont générés au bout d'un processus de division que vous connaissez déjà, que vous avez déjà vu. Mais cette spermatogénèse, elle est soutenue essentiellement par les cellules de Sertoli. C'est très important de voir ça, de se rappeler de ça, parce qu'après, il y aura des anomalies hormonales qui vont toucher les cellules de Sertoli et qui vont perturber la spermatogénèse. Les androgènes ou l'androgène, qui est la testostérone, elle est produite par les cellules de Leydig dans l'interstitium des tubules séminifères. Donc, c'est autour des tubules séminifères. Cette production, elle est cruciale pour la spermatogénèse. Cependant, cet androgène intracellulaire local, elle favorise aussi la spermatogénèse. Et il faut noter que les androgènes exogènes, les androgènes qu'on apportés par voie extérieure ou qu'on apporte de l'extérieur, si on prend des androgènes, ils vont supprimer l'axe hypophysaire et désactivent ainsi la spermatogénèse. C'est pour ça on trouve que c'est les gens qui se dopent par
des androgènes. Ils ont souvent une infertilité, une azospermie totale par absence de spermatogénèse parce qu'ils prenaient un certain temps des androgènes exogènes. Donc, on voit bien ici les tubules séminifères. Voilà, et la spermatogénèse se fait à l'intérieur de ces tubules. Et autour de ces tubules, il y a des cellules de Leydig. Ça, c'est l'interstitium. Et on voit bien les cellules de Leydig. Les cellules Sertoli sont dans les tubules séminifères et ils servent à soutenir la spermatogénèse. Donc, on passe à notre schéma. Ici, c'est les tubules séminifères, sont sous forme de triangle à base extrinsèque, base extérieure. Et tous les tubules séminifères se déversent dans le rététestis où s'accumulent des spermatozoïdes mûrs ou matures pour commencer leur migration vers l'épididyme et le déférent jusqu'aux vésicules séminales. D'accord? Donc, sur le plan endocrinien ou sur le plan hormonal, le testicule, l'hypothalamus et la glande pituitaire sont responsables de la régulation de la sécrétion des androgènes. L'axe hypothalamo-hypophysaire. Et donc, il y a un système feedback qui régule la sécrétion de la testostérone sous l'influence de la LH et la FSH. Donc, le testicule a besoin de la stimulation des gonadotropines, pituitaires, LH et FSH, qui sont sécrétées à leur tour en réponse à des sécrétions pulsatiles de la GnRH par l'hypothalamus. Le FSH, faut bien savoir, bien noter que le FSH est responsable de la spermatogénèse. D'accord. Il stimule les cellules de Sertoli à bien fonctionner et la testostérone sécrétée par les cellules de Leydig, ça se fait sous l'influence de la LH. Mais il faut noter, il faut savoir que la FSH et la LH et l'activité des cellules de Sertoli et les androgènes ont une activité complémentaire. Donc, même si on a un trouble au niveau du LH seul ou de FSH seul, il y aura toujours un problème dans la spermatogénèse. Donc, la testostérone sécrétée par l'acide Leydig se fait sous l'influence de la LH et c'est ce elle stimule la production de sperme et à la virilisation. La virilisation, c'est les caractères sexuels secondaires. Donc, il faut noter que la seule stimulation de la FSH, le testicule peut produire une faible quantité de spermatozoïdes, mais ça reste des spermatozoïdes de mauvaise qualité qui seront pas, euh, qui seront pas, qui n'auront pas une fonction, qui seront pas féconds, ces spermatozoïdes, en quelque sorte. La FSH, c'est juste nécessaire pour initier l'achèvement de la spermatogénèse. La LH est nécessaire à la fois avoir une bonne qualité, une bonne quantité de sperme. Vous pouvez poser des questions au fur et à mesure par message, OK? Donc, parlons un peu d'épidémiologie. Donc, il faut noter que l'infertilité, elle touche
Elle touche 12 à 15% des couples sexuellement actifs dans le monde, avec une composante masculine qui n'est pas, qui n'est pas, qui n'est pas anodine, elle est de 50%, soit presque la moitié des couples infertiles, les hommes en sont responsables. Et il faut noter il faut savoir que si soit la composante masculine est identifiée ou la composante féminine, ça peut être une étiologie isolée, comme elle peut être combinée avec le deuxième, l'autre facteur. D'accord? Ça peut être l'homme qui est la cause de l'infertilité, ça peut être la femme, ça peut être les deux en même temps. D'accord? Donc, cette fertilité masculine, elle peut être altérée par plusieurs anomalies. Essentiellement, c'est des anomalies congénitales. Donc, c'est en rapport avec des malformations ou des mutations génétiques, des anomalies urogénitales, congénitales ou acquises. Aussi, des tumeurs malignes, les infections des voies urogénitales, on en a déjà parlé. Les infections des voies urogénitales, essentiellement les infections par germes intracellulaires. Qu'est-ce qu'ils vont provoquer, ces germes intracellulaires? Ils vont provoquer des obstructions au niveau des canaux épididymaires et au niveau des différents, empêchant ainsi la sécrétion, l'excrétion des spermatozoïdes. Donc, ce qu'on va avoir au spermogramme, on va avoir une azoospermie obstructive, on appelle ça. Et parmi ces germes, on trouve la chlamydia trachomatis, les mycoplasmes, les Neisseria gonorrhoeae et l'Ureaplasma uraliticum. La majorité, c'est des germes intracellulaires, sauf le Neisseria gonorrhoeae. D'accord? Le chlamydia trachomatis est aussi néfaste chez l'homme que chez la femme. Chez la femme aussi, il peut provoquer des rétrécissements au niveau des trompes, voire des sténoses. D'accord? L'augmentation de la température scrotale, on en a parlé dans le cours de la varicocèle. Les troubles endocriniens qui peuvent être soit d'origine centrale ou d'origine périphérique, les anomalies génétiques et les facteurs immunologiques, tout ça peut altérer ou atteindre la fertilité masculine. Donc, si on parle d'étiologie, on va commencer par les causes ou les étiologies testiculaires. On va partager les étiologies en causes testiculaires, causes pré-testiculaires, ça veut dire centrale, et causes post-testiculaires, donc de problèmes d'excrétion. D'accord? Pour, dans les causes testiculaires, c'est toutes les maladies ou toutes les atteintes qui vont altérer ou atteindre les testicules. Si on commence par les trucs, les anomalies congénitales, on va parler bien sûr des cryptorchidismes, c'est l'anomalie de descente testiculaire, c'est les testicules mal descendus, on en a déjà parlé. Donc ce testicule va souffrir dans l'abdomen avant d'être opéré et il peut y avoir une anomalie dans la spermatogénèse à l'âge adulte. Les varicocèles, ils affectent un ou plusieurs paramètres du spermogramme, soit essentiellement la mobilité et la morphologie des spermatozoïdes. Donc, on va avoir, s'il y a une atteinte de la mobilité, c'est une asténospermie. Asténo, c'est fatigue, spermie, c'est spermatozoïde. Et dans la morphologie, une tératospermie. Térato, c'est une malformation.
spermie, c'est spermatozoïde. Et aussi l'atteinte du nombre de spermatozoïdes. Il n'aura pas assez de spermatozoïdes dans son sperme. Donc, c'est une oligospermie, voire une azo. Azo, c'est l'absence complète de spermatozoïdes dans le spermogramme. Donc, parmi aussi les causes testiculaires, les tumeurs testiculaires, il y a une grande association entre tumeurs testiculaires et infertilité. Il y a même des articles qui parlent d'associations très fréquentes ou d'étiologies. Parce qu'on trouve souvent des couples infertiles ou des hommes infertiles qui vont développer par la suite une tumeur testiculaire et vice-versa. Il y a des hommes qui ont été déjà opérés pour une tumeur testiculaire, c'est qu'on a fait une orchidectomie unilatérale, c'est tout, mais le deuxième testicule reste non productif ou qui ne produit pas une bonne qualité de spermatozoïdes. Les radiations ionisantes, c'est en post-radiothérapie, soit radiothérapie pelvienne, soit radiothérapie pour tumeurs testiculaires, radiothérapie pour inséminome, toute chimiothérapie cytolytique. C'est pour ça qu'on demande aux gens, aux malades plutôt, de faire une congélation de sperme avant de débuter toute chimiothérapie, surtout chez un sujet jeune ou chez un sujet jeune non marié ou qui n'a pas encore d'enfant, si la chimiothérapie est nécessaire et importante. Les traumatismes testiculaires peuvent être altérés ou atteindre les testicules. Et il y a des malformations ou des maladies génétiques qui atteignent les cils au niveau des tubes séminifères. C'est les dyskinésies cilaires primaires, l'azospermie génétique et aussi il y a les anticorps antispermatozoïdes. C'est une maladie auto-immune qui va toucher les spermatozoïdes produits par les testicules. Les causes pré-testiculaires, donc ça concerne tout ce qui est hormonal et ça intéresse essentiellement l'axe hypogonado, l'axe FSH-LH. Donc, l'hypogonadisme hypogonadotrope, c'est une des principales étiologies d'infertilité masculine par atteinte de soit par atteinte de l'hypophyse. Il existe de nombreuses étiologies de cet hypogonadisme. Les plus courantes, c'est une prolactine élevée. Une prolactine élevée, elle peut être secondaire, elle peut être primaire, par un prolactinome ou dû à des médicaments qui ont fait augmenter cette prolactine, soit des médicaments, un apport de médicaments, soit des drogues illicites et des lésions hypophysaires. L'hypogonadisme hypogonadotrope idiopathique, y compris le syndrome de Coleman, est une autre cause d'infertilité masculine, quoique elle est très rare. Donc, on va s'intéresser essentiellement à l'élévation de la prolactine, parce que les autres causes d'hypogonadisme hypogonadotrope sont très rares, mais chez les hommes infertiles, même si on trouve des, des caractères sexuels bien développés, on doit demander au malade un spermogramme et
et un bilan hormonal et souvent on tombe sur une élévation de la prolactine. L'élévation de la prolactine, elle provoque un hypogonadisme en inhibant la libération de la GnRH. La GnRH, n'oubliez pas que c'est elle, l'hormone qui stimule l'hypophyse à sécréter la FSH et la LH. D'accord? Les symptômes d'hypogonadisme sont parfois frappants, mais parfois ils sont infracliniques. Mais le plus important, c'est la dysfonction érectile et la perte de libido. C'est des symptômes qui ne sont pas constants. Parfois, on trouve une perte, une disparition des caractères sexuels secondaires, comme la pilosité, la masse maigre, la masse musculaire. D'accord? C'est des symptômes les plus courants qui peuvent atteindre l'homme, atteint de hyperprolactinémie. Et il ne faut pas non plus oublier la gynécomastie et parfois la galactorrhée. La gynécomastie, elle peut être diagnostiquée chez des hommes qui sont maigres, mais si un homme qui est déjà obèse, c'est difficile de faire un diagnostic de gynécomastie. D'accord? Donc, cette hyperprolactinémie peut être aussi provoquée par la prise de médicaments, un truc pharmacologique, un apport pharmacologique extrinsèque, et comme des œstrogènes, il y a des hommes qui prennent des œstrogènes pour avoir la police, d'accord? Et parfois, il y a des œstrogènes qui sont cachés dans des produits cosmétiques, dans les crèmes que actuellement il y a plein de jeunes qui les mettent. Donc, au bout d'un certain temps, ils vont avoir des problèmes hormonaux sans qu'ils le sachent. Ce sera des problèmes hormonaux infracliniques. Et quand on fait le diagnostic, ça sera trop tard. Il y aura une infertilité centrale par feedback négatif. L'apport de marijuana, la marijuana entraîne une perturbation de l'axe FSH-LH et peut même provoquer une hyperprolactinémie. Les agonistes LH-RH, vous avez fait ça dans le traitement hormonal de l'ADK de prostate. Ça entraîne, les agonistes LH-RH, ça entraîne un blocage de l'axe LH-RH. C'est comme une andropause chimique, d'accord? Donc, ça peut être réversible quand on arrête ces agonistes, mais si on les prend pendant longtemps, ça peut être irréversible. La prise d'opioïdes, elle peut aussi provoquer une hyperprolactinémie, voire un trouble hormonal central. Et, je vous ai déjà parlé, l'apport extrinsèque de testostérone. Donc, ça, c'est des causes testiculaires, causes pré-testiculaires. Donc, tout ce qui est... Il y a une question, comment les agonistes entraînent l'infertilité? Les agonistes entraînent l'infertilité parce qu'ils provoquent une andropause chimique. Ça veut dire que l'axe hypothalamo-hypophysaire et testiculaire, il est bloqué. Il n'y a plus de stimulation de la FSH, LH vers le testicule. Il n'y a plus de sécrétion de testostérone ni
de stimulation des cellules de Sertoli, voilà. D'accord? Du coup, il y a plus d'hormones qui arrivent aux testicules pour fonctionner. D'accord? OK? On passe aux causes post-testiculaires de l'infertilité. Donc, là, on reprend rapidement. Les causes testiculaires. Euh, Notez bien que les causes ou les étiologies testiculaires, elles peuvent être au niveau biologique, hein, au niveau du spermogramme. On peut trouver une altération du spermogramme, les causes testiculaires, soit une azospermie, euh, azospermie sécrétoire, ou là, une altération des différents paramètres du spermogramme, d'accord, au niveau des causes testiculaires. Par contre, au niveau des causes pré-testiculaires, souvent, c'est une azospermie, souvent, hein, c'est une azospermie sécrétoire. Il n'y a pas de sécrétion ou de fabrication de spermatozoïdes au niveau du testicule. Parce qu'il y a une atteinte de la stimulation ou une anomalie de la stimulation hormonale. D'accord? Pour ce qui concerne les causes post-testiculaires, le plus souvent, c'est, au niveau du spermogramme, c'est une azospermie obstructive. Ça veut dire il y a une production de spermatozoïdes au niveau des testicules, mais après, cette production, elle ne sera pas excrétée en extrinsèque parce qu'il y a un problème soit de migration, soit un problème d'obstruction au niveau des, des canaux déférents, des épididymaires. Donc, on peut citer parmi ces causes post-testiculaires l'atteinte congénitale bilatérale des déférents ou congenital bilateral absence of the vasa deferens. Ici, c'est une absence congénitale des déférents des deux côtés. Donc, c'est une anomalie congénitale, une anomalie génétique. Il n'y a pas du tout de déférent. Donc, il n'y a pas de migration de spermatozoïdes. Le Young syndrome ou la fibrose kystique des, des canaux épididymères, d'accord? C'est une mutation génétique autosomale récessive. Les obstructions des canaux éjaculateurs. Les obstructions peuvent être d'origine traumatique ou d'origine infectieuse, post-infectieuse. Les lésions midjulaires, surtout s'il y a une lésion au niveau de sacré, S2, S3, S4. Donc, il n'y a pas d'éjaculation. Vous savez très bien que l'éjaculation, elle est indépendante de l'érection au niveau des centres médulaires. D'accord? Parce qu'on peut avoir une éjaculation sans érection et on peut avoir une érection sans éjaculation. Voilà, il y a des médicaments qui peuvent affecter l'éjaculation. Ils peuvent entraîner une absence d'éjaculation, voire une, une éjaculation rétrograde, comme les alpha-bloquants qu'on prend pour l'adénome ou l'HBP, l'adénome de la prostate. Et ça provoque souvent une éjaculation rétrograde. Ça veut dire quoi, une éjaculation rétrograde? Ça veut dire que l'homme va éjaculer dans sa vessie. Le sperme ne va pas sortir à l'extérieur, mais il va faire marche arrière vers la vessie. D'accord? Ou c'est des causes percoïtales. On a un spermogramme qui est normal.
Et on a une éjaculation qui est normale, mais pendant le rapport, parfois on utilise des lubrifiants. Ces lubrifiants altèrent la qualité des spermatozoïdes ou même peut tuer les spermatozoïdes. Donc, c'est une cause extérieure, extrinsèque, d'accord? Soit des lubrifiants, soit parfois même il y a des gens qui ont des spermes qui sont sensibles aux huiles plutôt. Il y a des couples qui utilisent des huiles à la place des lubrifiants et donc ça peut altérer la qualité des spermatozoïdes, d'accord? Donc, il y a un tableau qui va résumer toutes ces causes, toutes ces étiologies. Voilà. Ici, c'est les causes prétesticulaires, donc centrale, hypogonadotropique, hypogonadisme, elevated prolactin, pharmacologique, idiopathique. J'espère que vous lisez un peu d'anglais, mais c'est très simple et très facile. D'accord? Donc, on passe à notre examen clinique ou notre consultation. Si on a quelqu'un, s'il y a souvent chez nous les urologues, c'est l'homme qui vient tout seul consulter. C'est pas la même chose que chez les gynécos où le couple va consulter parce que l'homme veut savoir si sa femme elle est en bonne santé et que le problème parce que souvent les hommes ont tendance à mettre le doigt sur leur femme et leur disent que souvent le problème c'est au niveau féminin. Alors que non, dans 50%, on en a parlé, dans 50% des couples, c'est l'homme qui est la cause de l'infertilité. Le premier examen biologique qu'on doit faire, c'est n'importe quel homme qui consulte pour une infertilité, c'est c'est le spermogramme. Ce spermogramme a des règles de collecte. On ne le fait pas quand on veut ou là où on veut, mais c'est le spermogramme. Bon, déjà, attendez une minute. Voilà, les règles de collecte. On doit d'abord s'abstenir d'éjaculer pendant au moins une durée de 2 à 4 jours. Idéalement, c'est une abstinence de 2 jours et l'examen se fait au troisième jour. D'accord? La collecte se fait dans un pot stérile, de préférence, par masturbation. Donc, c'est l'homme seul qui le fait. Et il doit être fait au laboratoire, de préférence. Pas de préférence, mais on peut faire à domicile si le domicile est à côté du laboratoire, mais vraiment accolé au laboratoire, hein. Donc, sinon, la collecte doit être faite au niveau du laboratoire. On doit éviter d'utiliser du lubrifiant pour ne pas modifier les paramètres ou la qualité du sperme et garder ce sperme collecté dans une température ambiante telle que celle du corps. D'accord? Donc, et ce spermogramme, qu'est-ce qu'on va chercher dans un spermogramme? Il y a plusieurs paramètres qu'on doit rechercher. Il y a le volume éjaculé, d'accord? La concentration des spermatozoïdes par millilitre et la mobilité des spermatozoïdes. La mobilité est, est appréciée au bout d'une heure et au bout de 4 heures. D'accord? Et il y a 4 paramètres de mobilité. Il y a une mobilité rapide, une mobilité progressive